morning, ladies and gentlemen, and morning to my distinguished panel this morning. I happen to be the panel just before lunch, I understand, so I have to keep you guys in your seats for a little bit. I'm going to take a bit of a different approach, but definitely build on the prior panel and kind of take us a bit into the future, okay? I want you to assume this is the 30th anniversary of MSGPC, okay? So we are past 2050. And we have actually put in place the technology, we've put in place what is required for us to have a prosperous MSGBC. So actually today, in 2051, we came here by train from Dakar. We didn't to Daminajo. We actually had hydrogen somehow, and we had all the technology. And I think with the panelists here, we're going to be able to bring out, you know, how this works. I was expecting the panelists from Technip, but he's not here. But I'll just do a quick scene set. First of all, when we talk of technology, one of the things the prior panel brought out, which I think is important, is we need to think of technology, when we talk of natural gas, as a feedstock and as a fuel. And that's very important, okay? When you talk of it as a fuel, that's what all of us understand. But when you talk of it as a feedstock, it feeds into the industry that I represent right now, which is the downstream, which has petrochemicals as well. So I think the starting point is, you know, and I will start with, okay. All right. So the first thing is that when we talk of technology, let's talk about how we actually bridge where we are with natural gas. And I'll start with Mr. Ba, because I have to start with you because you're in charge of IPG, and this is the actual starting point for where technology will be deployed to the youth in the country. And you know, with your background, you started in drilling, from what I understand. So you're very familiar with the upstream, but you are now faced with bringing the upstream technology and deploying technology to not just the current, but future generations. So tell us a bit about the technologies and how that is being deployed in the sector right now through IMPG. Thank you very much. Does it work? Oh, it does. Maybe this one is easier. I would just, we have an additional panelist there, Mr. Tariq Benar from Technip Energies. Actually, before I forget, we should actually have the panelists all introduce themselves. I hadn't done that, so please go ahead. It works. So, hello everyone. Je vais faire ça en français. Déjà, je m'excuse pour le retard. J'étais en réunion, donc je suis Tariq Benar, responsable commercial pour Technip Energies, avec une couverture assez générale. Donc, je couvre des marchés comme le gaz, le pétrole, le raffinage, mais aussi l'hydrogène vert. Donc, je suis très fier d'être ici et merci beaucoup pour cette invitation. Monsieur Mo, oui, merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mor Ndiaye Mbaye. Je suis le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Bonjour tout le monde, Agui Bouba, donc directeur général de l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, donc une solution étatique pour accompagner le développement de l'industrie du pétrole et du gaz au Sénégal. Daniel Ndiaye, CEO de Chemoil SA, qui est une société de trading basée à Genève. Mais accessoirement, je suis le directeur du Master Trading et Logistique pétrolière du groupe Subdeco, qui a été créé il y a maintenant, je pense, 7 à 8 ans. Bonjour à tous, je suis Ibrahim Ndiaye, directeur au cabinet Mazars. Mazars, c'est un cabinet de consulting qui couvre l'ensemble des métiers sur la finance, la fiscalité, la stratégie
et l'accompagnement dans la mise en place de procédures. Donc, moi, je suis en charge de la ligne de métier oil and gas au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. All right, thank you. So with that, Mr. Bago, back to you. So you can just take us through, from a capacity standpoint, with all the technology that's out there and your background in the upstream, how are you actually building INPG to start to look at all the technology from where we are, through natural gas, all the way to the future, which is hydrogen and the various colors and rainbows of hydrogen that we have out there? Thank you very much. So first, I would say really looking at the Senegal landscape in terms of training, in terms of industries, right? So we had, of course, oil and gas industry, but it was quite a small one, and it was limited to some gas fields that we had onshore, right? So now coming with this new industry since 2014, it's a new change also in terms of what we will do and how we will grow and how we will take people into this industry. So this is where INPG comes from, or comes in, where we need to grow and put together some infrastructures that will allow people to see what it is really to work in the oil and gas industry. So what we are doing is building internationally accredited center. Right? It's not far from here. And what we want to do is to put in there the latest technology, the latest equipment. I want to put oil and gas plants there, simulators, drilling simulators. The plan is to really use technology to reduce the time to competency. Because what you want to do is to get there as fast as you can. We have production starting in 2023, 2024. And if you want to have engineers, a production engineer, reservoir engineers, where you can do masters and everything, you can have the theory, but you need to practice. You need to be able to do some on-the-job training. And ideally, you will do it offshore. But again, as we know, with bed space, with all the dangers associated with it, you cannot have people in there. You cannot have trainees in there. So what we want to do is to replicate this environment in a safe place where they can practice, where they can learn the trades, where they make mistakes. And this is where technology comes in, right? We can use VR, you can use simulators, you can use any type of tools and techniques that will allow you to replicate this environment and then reduce that time to competency. And this is where what we want to do is grow with the industry, right? Right now, like you mentioned, upstream, we're in the development phase. Exploration is still ongoing. You have production coming in. So what we will do is we will adapt the tools that we will put there at the moment, but look to the future. Right? You're talking about different type of energies. So we will be always forward thinking in terms of what we can use, what type of tools we can put there, what type of equipment we can put there, listen to the market, right? What are the new innovation that comes out, and then put it there. And that way we can follow the trends, serve the market at the moment, help the industry grow, and then look to the future. So this is where also research will come in, right? So there's a lot of areas there, but I think that's just one way to introduce this. Well, thank you very much for that. Sorry, we just had one more person join the panel. Could you please introduce yourself quickly? Yeah, sorry for being late. You know, the schedule I've changed a couple of times. My name is Ali Issa. I'm General Administrator of Senegal Supply Base. We are the logistical base for the oil and gas in the port of Dakar. All right, fantastic. So stopping right with you, Tarek, can you just help us with something? Because in your presentation yesterday, in the technical presentation, it covered carbon storage and green hydrogen. And I'm trying to make this link early before I move on, because you're going into oil production in Senegal right now. There's a huge gas project as well. And the way to link, from my limited understanding, is that you have to design your reservoirs and your oil production such that the reservoirs are available for you in the future, such that you can store carbon as you're producing hydrogen. So could you tell us a little bit about this technology? And I'm trying to set the stage so that people understand how complex this is and how important it is to capture all of this in our training cycle. Could you click in a few words? Okay, so I mean, in terms of, je vais faire ça en français, désolé. Donc, en termes de carbone et de captation de carbone, surtout dans les industries d'extraction. Donc aujourd'hui, il y a la solution de réinjecter ce CO2
pour augmenter la pression dans les puits et s'assurer que la production est maintenue. Donc ça, c'est une façon certainement de faire qui est aujourd'hui, si on calcule la quantité de CO2 qui est captée et qui est réinjectée, c'est en fait la plus grosse quantité est dans cette industrie-là. Et bien sûr, il y a aussi tout ce qui est des champs qui sont en fin de vie, qu'il faut maintenir et qu'il faut augmenter. Donc c'est là aussi, il y a une façon de réinjecter ce CO2-là. Mais il y a aussi ce qui est très important dans l'avenir, c'est la captation du CO2 dans l'extraction et dans les industries. Et ça, ce sont aujourd'hui un marché qui est en très grande augmentation. On a signé, Technip a signé plusieurs projets dans ce domaine-là. On a une alliance avec Shell sur la technologie Consolve, qu'on déploie à travers le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt c'est le marché européen qui est le plus actif, le marché nord-européen, potentiellement. Et ça, c'est dû à la disponibilité de réservoirs pour séquestrer ce CO2. Donc, il y a la problématique de la séquestration du CO2 qu'il faut vraiment prendre en compte quand on fait de la captation de CO2 en général, que ce soit dans les industries d'extraction d'hydrocarbures ou plutôt dans des industries qui sont aujourd'hui émettrices de CO2. Okay, thank you very much. So now we've identified the different types of technology that are required. It's very vast for capabilities. I think the next thing we have to look at is what are the opportunities for the public and private sector in terms of coming together to deliver these opportunities. I'll start with Mr. Moore, if you can give us some context, and then I'll move to SSB before I come to Maza. Thank you very much. With your permission, I would like to use French. I'm more easy with French. Donc, pour la partie contenu local, dans ce qui est en train d'être fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous commençons, donc nous sommes déjà dans l'innovation. Nous sommes dans l'innovation dans le sens où nos entreprises aujourd'hui ne sont pas encore prêtes totalement pour pouvoir répondre aux exigences du secteur. C'est un secteur nouveau pour elles, donc elles ont besoin d'énormément d'accompagnement, de capacitation afin de les amener à niveau pour répondre aux exigences et aux standards du secteur. Donc nous sommes en train aujourd'hui de travailler dans cette direction-là. Nous avons un cadre légal qui fait la place au tissu industriel local, aux entreprises locales, en mettant en place un certain nombre de dispositions légales qui obligent juridiquement les donneurs d'ordre, les compagnies pétrolières et les sous-traitants de travailler avec les entreprises locales afin de leur permettre de capter une bonne partie de cette manne financière-là qui est engagée dans les opérations. Je peux simplement expliquer qu'au niveau, le principe qui a été mis en avant, c'est la préférence nationale dans les opérations. Si on regarde un peu la classification des activités qui a été faite, donc c'était sur la base d'un recensement aussi exhaustif que possible, sur 100 activités identifiées, sur les 99, obligation est faite de faire participer une entreprise locale, ou de manière exclusive, ou de manière mixte, donc en joint venture avec une entreprise étrangère, ou bien sous forme d'association ou de groupement d'entreprises. Donc, du point de vue légal, la place, elle est faite à ces entreprises. Maintenant, ça traduit une volonté politique. Pour la concrétiser, il y a tout un ensemble un travail d'accompagnement pour les capacités financièrement, pour les capacités au niveau organisationnel, pour les capacités au niveau technique, technologique, pour qu'elles puissent être en mesure de capter cette opportunité-là qui leur est offerte. Okay. Merci. Thank you very much for that. I have to bring
Ibra in right now because, and Daniel, don't worry, I'm going to get to you guys. I need to bring you in because one of the things His Excellency President Macky Sall mentioned yesterday was the need for not just technical skills, because we keep focusing on technical skills, but we need to have technical, financial, and commercial skills. So Ibra, I want you to talk a little bit about, from the commercial and financial side of things, the kind of capabilities that are required so that when IMPG is putting together all these programs with all the people, they factor those in as well. Thank you. You will allow me to continue in French. So, merci beaucoup. C'est une question très pertinente parce que c'est un sujet abordé dans le cadre des discussions hier au niveau des panels de haut niveau. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'on ne peut pas délier l'aspect finance à l'aspect technologie. Ça, c'est la chose à retenir. Pourquoi ? On est dans un domaine où l'essentiel des opérations sont liées à la technologie. Et le lien qu'on peut faire entre cette spécificité technologique avec la finance, c'est le traitement des données qui sont issues des opérations pétrolières dans une perspective d'analyse prédictive sur les revenus qui vont être générés au niveau des opérations pétrolières. Donc, quelques exemples tout simples. Si on prend les opérations pétrolières, on sait qu'énormément de données sont générées au niveau des opérations pétrolières, que ce soit au niveau des plateformes de forage, mais au-delà même de ces aspects techniques, au niveau de la gestion des opérations pétrolières, les gouvernements reçoivent énormément de données qui leur permettent de définir les revenus et de partager ces revenus. Au point de vue financier, l'analyse de ces données qui sont d'une taille très importante nécessite la mise en place de systèmes qui permettent aux décideurs de pouvoir prendre les décisions idoines. Aujourd'hui, si on prend le cadre du Sénégal, mais également dans beaucoup de pays en Afrique, on est dans des contrats qui nécessitent que les opérateurs communiquent des tailles de données importantes, que ce soit des données quantitatives, que ce soit des données financières. Pour pouvoir les exploiter et tirer les leçons de ces données et prendre les décisions idoines, il faut avoir une technologie nécessaire pour pouvoir traiter ces sujets-là. Et donc, l'aspect financier ne peut pas être délié de la technologie et on a eu à vivre ces cas de figure où on a développé des outils de reporting digitalisés qui permettent aux États de prendre des décisions. Juste un exemple pour démontrer cela, qui est un cas réel, dans un environnement où on a évolué récemment, l'État ou bien le gouvernement recevait des données critiques, que ce soit liées au forage, mais que ce soit lié également à l'appréciation des revenus liés à la production en termes de quantité. Mais en l'absence d'outils innovants, technologiques, de traitement de ces données significatives, l'État ne pouvait pas apprécier à sa juste valeur et prendre les décisions à des moments précis. Il fallait attendre en fin d'année, lorsqu'on se consacre, qu'on se rencontre avec les opérateurs pour pouvoir recevoir ces opérations et les analyser en même temps que les opérateurs. On n'est pas dans une analyse perspective, mais on est plus dans une situation où on reçoit, on consomme, on accepte ce que l'opérateur dit, mais on ne peut pas prendre les décisions. Mais en ayant ces systèmes d'analyse technologique liés à la digitalisation et aux données, les États et en lien également avec les opérateurs pourront apprécier à sa juste valeur les revenus et les situations liées à ces opérations. Thank you very much. So we're building the toolkit that we need in this modern world, right? We need technical, for sure. We need financial, commercial, analytics. Now, yesterday, my big brother, the Secretary General of Apple, mentioned the 3 things that were issues for us as Africa in the oil industry in the past. Technological, which we've kind of talked about, financing, and markets. So we're going to switch now. We've talked about technology, it's vast. Let's talk about financing. I have to talk about that, right? And this is where, Daniel, you've been very, very patient. And with Chemoil and your background, let's talk about how we're going to pay for all this technology to be deployed, how we're going to seek the funding to execute the projects, and ensure that we build into that technological capabilities, because you're not going to get any funding if you cannot convince your financiers that the people that you have on the ground can actually execute the projects. So
Okay. It's not the easiest question for me. I think that you want that couple of bankers just harm me when I get out of this room. No, no. So, je vais enchaîner en français. En fait, je prends juste le cas de Kemoil. Je suis sénégalais. Mon idée au départ était de créer une boîte de trading sénégalaise. Mais je me suis vite rendu compte que malheureusement, les banques de mon pays et de mon continent n'étaient pas en mesure de m'accompagner dans le projet que je voulais mettre en place. Donc du coup, j'ai dû rester en Suisse, à Genève, et je me fais financer par des banques européennes. Très souvent, j'entends les banques ici, sur le continent, qui me disent « Oui, mais les banques européennes sont mieux que nous parce qu'elles ont plus de ressources. » Moi, je ne comprends pas qu'on puisse me dire ça, alors que je vois tous les jours des gens qui font des queues à la banque pour aller retirer un peu de cash à la fin du mois et qui font énormément d'épargne. Donc la ressource, elle est là. Peut-être c'est la façon de l'employer que l'on n'a pas encore trouvé, parce qu'on essaie d'être sur un modèle qui est proche du modèle européen, alors que quand même, ok, nous sommes tous dans le même zoo, mais nous sommes un différent type d'animal. D'accord? Donc, il faut que nos banques soient peut-être un peu plus ingénieuses, qu'elles acceptent de sortir des sentiers battus et de sortir des cadres qu'on a pu leur fixer et se dire, OK, nous sommes en Afrique, nous avons une façon différente de voir les choses. Peut-être qu'à notre niveau aussi, on doit se réinventer. OK, la banque European Style et American Style, c'est bien beau, mais peut-être qu'on doit avoir aussi du banking African Style. Je vois également les taux, c'est très souvent ça. Hein. Lorsqu'une banque africaine sénégalaise veut se lancer, elle est prête à se lancer, mais à des taux qui sont vraiment exorbitants. Et aujourd'hui, le seul travail que nous faisons, nous, aujourd'hui, en tant que traders, finalement, nous sommes devenus des banquiers. Ce que l'on fait, on prend des taux moins chers et on essaie de donner à des taux un peu plus raisonnables que ce qui se passe ici localement. Donc, je pense qu'il y a tout un travail global à faire en accord avec la Banque centrale aussi. Les banques centrales doivent jouer un rôle dedans. Les banques centrales, nos banques commerciales, elles doivent s'asseoir avec les acteurs, c'est-à-dire nos sociétés locales, que ce soit des marketeurs, que ce soit les raffineurs, que ce soit les sociétés d'État, et d'essayer de penser la façon de faire les choses. Il y avait le monsieur de l'APO justement qui parlait de la création de la nouvelle banque qui serait la Bank for All. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Mais maintenant, il faut que tout le monde joue le jeu et qu'ils se disent « OK, nous allons avoir un pot commun et il faut que l'on ait une vision globale, une vision stratégique tous ensemble. Nous, les banquiers, peut-être qu'on s'en mettra un peu moins dans les poches, mais ça ira peut-être un peu plus dans les poches de la société d'État. À la fin de la journée, on va gagner à la masse. Parce que ce n'est pas une solution systématiquement d'être toujours dépendant de la manne étrangère. Tout ça, je le dis parce que je souhaiterais rentrer quand même au pays là et puis continuer à travailler d'ici et puis dire bye bye à tous mes banquiers suisses. Voilà. Donc. Thank you very much, Daniel. So, financial again, funding, the requirements, and you raised a point that was touched on in the last session, which is that we need to have anchors such as development finance institutions that actually support local capital to actually deploy this technology. And we're talking about technology, but I always have to bring up the point that technology without finance is just ideas. You're not going to actually do any of that stuff. It will interest you to know that MSGPC, this region, has 2 DFIs, 2, only in Senegal. But in the surrounding countries, you have 5 more. Africa in total has 67 development financial institutions, not including African Development Bank, not including Afrexim Bank, not including Africa Finance Corporation. So as part of this effort, and I'm looking to you, Ba, again, because as you're looking for capacity development, ensure that I think it's important to ensure that the projects that we're doing to deploy this technology have a component that supports organizations like yours and the professor who was in the last session who was talking about partnerships with universities and so on and so forth. Okay? So, and in that vein, can you please, and this is a question, I'll now go questions to everybody. What do you see from a public-private sector partnership perspective that can support development of technology across the MSGPC region?
So I'll start with you, Ibra. And then. Ok, merci. Alors, pour moi, le rôle de nos gouvernements et l'approche qui devrait être mise en place devra se tourner vers l'avenir par rapport à la génération qui va venir. Et en fonction de la stratégie qui va être définie, nous pourrons dire, voilà, en termes de partenariat entre les organes publics et les organes privés, voici les domaines sur lesquels nous allons nous orienter. Je pense que l'INPJ est un bon exemple à travers la mise en place de ce système et de la technologie, mais on doit plus se tourner au-delà de ces organes qui sont mis en place et qui permettent de définir des indicateurs de performance. On doit se tourner plus sur des indicateurs qualitatifs que quantitatifs. Pourquoi je dis cela? On a pas mal de projets, pas mal d'initiatives qui définissent un nombre d'indicateurs. Par exemple, récemment, au Sénégal, je pense, le COS-Petrogaz et BP ont signé un partenariat qui permet de développer des jeunes dans le secteur de l'oil and gas, qui tourne autour de 3000. Mais in fine, ce qu'on se rend compte, et c'est l'expérience qu'on tire au niveau de l'Afrique, c'est que dans tous les cas de figure, on a des opérateurs qui forment une tonne de jeunes, mais in fine, au point de vue qualitatif, on n'arrive pas à tirer l'essence même de ces formations pour nous projeter à l'avenir. Parce que moi, je pense que nos États doivent plus se tourner dans une stratégie qui consiste à être tout à fait autonome dans la gestion et souverain dans la gestion de nos opérations pétrolières. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où on a des jeunes qui sont formés, on a des indicateurs qui sont intéressants en termes de nombre, mais qualitativement, qu'est-ce que ces jeunes ont tiré de ces formations? Est-ce que c'est des formations que nous réalisons juste pour les développer, pour les inciter, ou est-ce que qualitativement, c'est des jeunes qui pourront, dans l'avenir, mettre en œuvre des projets sur le secteur pétrolier? So, there we go. Merci. Je vais rebondir sur la question parce que je pense que c'est important de clarifier, peut-être de répondre à la question en même temps. Et je pense que ça rejoint le point que vous aviez posé tout à l'heure par rapport au partenariat public-privé. Et c'est là où il est important justement de travailler avec l'industrie. Il est important de mettre en place des partenariats avec tous les acteurs de l'industrie, les compagnies qui opèrent, donc c'est ce que nous avons fait, BP, Woodside, Technip, Schlumberger. Nous mettons en place un nouveau partenariat avec une compagnie qui s'appelle Prométrie qui va nous permettre de déployer des formations dès maintenant. Mais c'est que l'idée est justement de pouvoir servir cette industrie-là. Donc il faut que les formations soient adaptées à leurs besoins pour justement répondre aux questions de l'employabilité des jeunes. Donc effectivement, il ne faut pas faire des formations qui sont juste pour faire des formations, mais il faut qu'elles soient axées vers les besoins des compagnies. Et c'est là où justement le partenariat public-privé est important, mais il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Et dans ce cas-là, justement, nous pouvons inciter les compagnies privées à participer aux formations, à participer de façon financière, de façon technologique, en fournissant justement des équipements, en prenant des étudiants en stage, en les amenant à l'étranger, en leur permettant d'avoir une certaine immersion. Et dans ce sens-là, justement, nous allons pouvoir faire bénéficier justement aux jeunes de cette aventure et pouvoir développer justement l'écosystème. Parce qu'il faut être toujours dans cette optique de construire un écosystème. Et donc, nous parlons à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Pas juste des ingénieurs, comme on l'a dit justement, des fiscalistes, des traders. Justement, on parle de contenu local. Il faut pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir participer, de renforcer les compagnies. Et pour moi, donc, c'est dans cette optique-là que nous devons travailler avec les industries, discuter, mais aussi avoir une approche peut-être un peu plus régionale. Et c'est là où peut-être ça rejoint vers le côté du MSGBC, voir quelles sont les capacités qui sont mises en avant dans certains pays et pouvoir donc combler les gaps, mais pas de façon unilatérale, mais quelque chose qui permette de travailler ensemble, parce que ce sont des compagnies qui opèrent au Sénégal, mais qui vont opérer dans les pays à côté. Et si on travaille ensemble, si on a partenariat public-privé, mais aussi inter-État, je pense qu'on pourra répondre à ces questions et ce ne seront pas des formations qui sont faites juste pour le faire.
Thank you very much. I think the gentleman at the end from SSB, thank you for your patience. I think we have to hear from you because at the end of the day, technology to extract value without the ability to move it around with logistics actually will not be efficient. So can you tell us from your perspective, the logistics sector, the kind of partnerships and innovations that you're looking at such that you can support the industry? Yeah, thank you very much. I'll be brief, but I just wanted to come back to a question you've asked about opportunities, what the sector could bring up as opportunities. I believe, and that goes also, I'll go into logistics and infrastructure, what is needed, but I do believe that we need to bridge gaps between the formal and the informal sector in our society. The authorities have set frameworks like the local content in allowing local companies and allowing the national sector to develop and to stand up to the new developments and to follow the energy sector. However, we would need to encourage also education, research, innovation, developments, because as my colleague said, we would need to prepare the future, so the youth generation should be involved, should be trained and formed. And this is opening a lot of opportunities to, develop partnership in all sectors, be in education or compliance or developments or engineering or technology, and prepare and promote to a future, let's say, society which is up to today's standards in terms of technology, innovation, and standards. I also believe that other countries in the world have done it. So examples of success stories are out there, and all we need is to just be, let's say, follow that lead and apply it in our own countries, be in developing countries. That will have an impact. Energy will have an impact on everything. And we are now exporting raw materials. In the future, we would be having added values and treating products and selling end products. Energy is easy. If you get access through infrastructure instead of transporting, you would get power anywhere in any region, and you can use it for economical developments in terms of industries and something else. So that will have also ecological impact, on the environment if you reduce transportation of fuel, if you have a proper energy, let's say, network, electricity network, or so on, so have you. So logistics plays a role. This is what we do. Logistics plays a role, and logistics is needed for everything which is moving. The innovation also in the new technology improves the outcome of logistics. This is an increasing productivity, be more efficient, gathering through certain tools accurate data in order to have proper predictions, avoid accidents, incidents, issues. So in my opinion, we would need to, or at least, let's say, locally, authorities needs to set like a policy in order to develop, have a future strategy for use for innovation and research and implementing that as from now, because we're looking into decades to come, and we need to be ready and prepared. That's my opinion. Thank you very much. You've seen the lady come like twice, which is telling me essentially that I have to end the session. I'd like to thank the panel for their contributions, but I hope we've brought out the fact that technological innovation in itself is not enough. You need to have all the support, and you need to ensure that you develop capabilities that are not just technical. You need technical, financial, commercial, and you need the financing to support this whole structure going forward. In addition, the future is very bright, I believe. We're starting with natural gas, which builds on the oil industry, but we're going to hydrogen. I know the panel before this was not very bullish on it, but it's coming at some point. We have to make sure that we future-proof our industries by, for example, as we're building our pipelines for storage and distribution to transport natural gas, please let's ensure that those pipelines are able to transport hydrogen in future so we don't have to pay twice. Please ensure that the engineers we're training now are also trained in those kind of processes so that we don't have to train them again. Ladies and gentlemen, thank you very much for your time. She's here, and she's about to drag me off stage. Thank you very much, and I wish you a good rest of the day.